Eh bien bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce vendredi soir. Nous sommes le 12 juin, c'est Noël Clément qui est avec vous pour la clôture européenne. Et donc je vous présente le Market Inside. Vous avez en incrustation le rappel légal et nous allons donc directement passer sur les actifs traités. Et ce soir, il y a du travail. À tout de suite. Et voilà, donc pour commencer, nous allons parler. Alors, je vous donne donc le plan de la soirée. Nous allons parler du VIX. Après, nous allons parler du S&P 500. Ensuite, du CAC. Et on terminera donc rapidement sur le WTI. Euh, le titre de l'émission, c'est Préparez-vous pour deux raisons. Déjà, préparez-vous parce que là, donc, il y a beaucoup de choses à voir. Et vous pourrez leur repasser votre émission. Je vais aller assez vite pour gagner du temps. Là, j'en perds un peu, mais justement pour mettre en place la situation. Et puis préparez-vous aussi parce que le marché nous donne une chance justement donc de prendre notre temps, a priori, d'après ce que j'ai envie de vous lire. Et nous allons voir ça ensemble. Alors, pour le VIX, déjà, la clôture du marché européen, donc on a le CAC qui clôture en hausse de 0,49% à 4839,26. J'avais parlé justement hier que, enfin en tout cas sur le live trading, que nous devions donc venir tester le gap baissier et nous sommes venus déjà dans un premier temps dans sa direction. Nous avons eu d'ailleurs on appelle un Island Cluster Reversal sur l'ensemble des indices cash, mais également sur l'ensemble des indices CFD. Alors pas sur le CFD S&P, Dow, Nasdaq, puisqu'il cote en continu, mais sur le CAC, oui, assurément. Le SOX également, qui est l'indice des semi-conducteurs. Et donc cette figure, cette structure est une structure qui est généralement une structure de renversement baissier. Donc on a des éléments qui vont s'égrener au fur et à mesure. Alors, nous avons donc le DAX, lui qui clôture, lui en baisse de 0,18% à 11 949,28. 11 949,28, c'est un niveau donc justement qu'il avait largement dépassé à un moment donné, puisque tout simplement donc le DAX était quand même monté bien au-delà de 12 000, et il est revenu sur son point de départ. Bon, c'est pas si négatif que ça pour la suite, c'est-à-dire pour lundi. Bon, en tout cas, donc on verra bien, parce que de toute façon, donc j'irai le week-end nous réserve et nous a réservé donc par la suite, donc par le passé, donc de grandes surprises, et on peut très bien donc refaire un gap à la baisse. Bon, mon idée, c'est plutôt, voilà, cette structure qui est en forme de pierre tombale. Euh, pourrait donc justement donc servir, donc si on dépasse donc le haut de la mèche, donc justement pour venir rechercher pas des points hauts, mais en tout cas donc peut-être pour revenir donc à la hausse. Bon, en tout cas pour l'instant c'est quand même une structure qui est quand même assez mauvaise. Donc voilà, donc nous avons vu la clôture. Le côté fondamental, eh bien là donc bien sûr le VIX n'a rien à voir avec le fondamental, bien que il inspire également donc l'espoir et la peur. Mais en fait, la vraie inquiétude venait du fait, bon, premièrement, l'impulsion donc, qui a été faite justement par Jay Powell avec la Fed, le FOMC, qui a dit justement la vérité que le marché donc n'aime pas. Le marché préfère donc les douces louanges et les douces musiques, et la vérité, c'est quelque chose que le marché n'aime pas. Et l'autre chose également, c'est l'inquiétude vis-à-vis d'une deuxième vague de pandémie, puisque a priori le Nevada, le Texas, la Floride, donc aux États-Unis notamment, mais également au niveau mondial, puisque les 135 000 ont été encore dépassés. Donc ça veut dire qu'on n'est absolument pas du tout dans une période qui est une période, je dirais, de pic sur lequel donc on l'aurait atteint et sur lequel donc on pourrait donc tabler justement sur une fin donc d'épidémie. Bon, voilà, donc on va parler du VIX. Lorsque j'en avais parlé, j'avais fait une recommandation donc dessus, c'était le 28 mai. On l'a vu tout à l'heure avec le live trading, et donc justement, j'en reparle 29 mai.
j'en parle parce que depuis donc il y a eu des gros événements donc dessus. L'idée donc à l'époque c'était déjà donc de pouvoir regarder le VIX de cette façon-là avec le grand biseau descendant qui était visible en délit, mais qui est aussi visible comme on le voit ici en H4. Comme on le sait, un biseau descendant est à connotation haussière. C'est exactement ce que j'avais dit lorsque je l'avais recommandé donc sur un marketing site qui était aux alentours du 29 mai ou du 1er ou 2 juin peut-être. Et on était sorti par le haut. Et par la suite, donc, nous sommes revenus donc sur en backtest, puisque le biseau descendant en rouge, eh bien, servait donc de résistance. À chaque fois, on se cognait dessus. Et à partir du moment où on a franchi par le haut, eh bien, nous sommes venus nous appuyer. Hein. Il a vraiment changé de polarité. Cette zone-là a vraiment changé de polarité et c'est devenu un support. Et par la suite, je m'étais permis de construire un biseau descendant en bleu, un deuxième biseau, et qui, bon, alors pour le coup, là, je vais le régler avec vous. Je l'avais déjà réglé tout à l'heure avec le live, mais comme c'est un autre écran, donc je vais le faire avec vous. Et en définitive, donc, il n'était pas précis. Donc celui-là, donc, il est maintenant donc valable. Et nous avons cassé donc ce biseau par le haut très récemment, et on le voit d'ailleurs, il n'y a pas d'équivoque, hein, généralement quand on casse ce genre de choses, on le casse vraiment donc très puissamment, et donc là on a une verticale. Et la recommandation était donc justement donc d'acheter les 31-38, et comme on le voit ici, donc le niveau que je m'étais permis de poser, il était donc au-dessus de l'oblique du biseau, mais également au-dessus des plus hauts récents, hein, en tout cas des tout plus hauts des 20 dernières séances de l'époque en 4 heures. Et donc nous ne l'avons pas touché. Et donc c'est d'ailleurs pour cela qu'à partir du moment donc, où on ne faisait pas l'erreur de rentrer à l'intérieur du biseau en espérant qu'on en sorte, parce que ça c'est un piège aussi, eh bien ça nous a évité donc des gros déboires. Même si effectivement on a un manque à gagner puisqu'on aurait très bien pu rentrer à 25, c'est vrai. Sauf que là donc la proposition était toujours bonne, elle est encore bonne. Enfin, elle était bonne encore jusqu'à temps donc les clients ont composé leurs ordres à 31-38, ce qui a permis donc d'aller chercher la zone des 40. Et là actuellement nous sommes donc à 38. Et donc l'idée c'était justement donc de voir que nous avions justement la sortie de ces biseaux, que nous pouvions également donc valider notre étude sur un double bottom. Nous en avons ici un bottom et un deuxième bottom ici, donc un double creux si vous préférez. On validait également donc l'idée que nous avions des divergences haussières ici et là. Là aussi, on voit que la divergence haussière n'était pas forcément précise. C'est une oblique, hein, donc forcément, ça bouge au fur et à mesure. Donc on cherche. Et donc c'est bien donc une pente haussière. Regardez le curseur, hein, il est horizontal. Regardez où est donc le trait. Il est bien donc en train de monter. Donc nous avons bien une divergence à la hausse puisque eux les prix donc baissaient. Et le fait donc d'avoir franchi BB Sup, bande Bollinger supérieure, et partir en bulle, enfin tout était donc une recette idéale justement pour partir à la hausse. Et je m'étais permis aussi donc de faire cette zone de résistance ici, doublée avec une deuxième qui me semblait également être juste, sauf que l'intérêt de cette première zone de résistance permettait donc de lire ici une structure en épaule, voire une deuxième épaule, une structure ici qui complétait avec la tête. Et là, actuellement, nous serions donc actuellement en train de terminer la figure. Alors, est-ce que l'épaule de droite est finie ou est-ce qu'elle est en train de se construire? Je pense qu'elle est en train de se construire et peut-être que justement le marché nous laisse le temps, peut-être, de pouvoir donc retrouver des prix sur les indices suffisamment hauts pour pouvoir les shorter et pour justement donc voir ici une épaule se développer de telle sorte que si jamais effectivement cette structure est bonne, eh bien la projection, et là je prends donc le premier trait qui avait été fait à l'époque, et donc je vais la poser au niveau de la ligne de cou et au niveau de la tête, et je la projette au-delà, et si par exemple on sort aux alentours de fin juin par exemple, eh bien nous aurions donc un VIX qui passerait donc de 37 à 52, 53, ce qui fait que forcément, si on arrive dans ces zones-là, alors je ne dis pas qu'on va retrouver bien sûr les sommets du VIX,
Mais en tout cas, donc, nous allons avoir donc un vrai changement donc de santé haussière. Nous voyons également, donc j'en terminerai là, on va passer sur le VIX après, que la MM 144 donc a fini d'être baissière, commence à s'aplatir, voire même commence donc à monter. Ça n'est pas gagné, hein, donc si encore il reste cette structure-là, forcément cette moyenne mobile à 144 périodes va monter donc avec une faible pente, mais globalement, pendant toute la hausse que nous avons connue et qui a donc accompagné la baisse du S&P 500 et du marché en général, eh bien depuis que l'on a eu donc cet arrondissement et cet aplatissement, eh bien depuis justement donc c'est concomitant au 20 mars, eh bien on s'est aplati pour baisser. Là maintenant, on a un aplatissement. Et cet aplatissement est destiné normalement à reprendre de la pente. Et si cette structure en épaule tête épaule est juste, nous devrions avoir une grosse pente qui devrait accompagner une hausse du VIX. Voilà, donc je vais passer donc directement sur le S&P, j'ai déjà préparé à l'avance. Excusez-moi si c'est long, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le S&P 500, je l'ai mis en weekly. Alors, si je commence à ce niveau-là, c'est déjà pour une première chose. Que ce soir, bien sûr, la clôture n'est pas faite, hein, il nous reste encore quelques heures, hein, il nous reste encore 6, 7, 8, 9, 10, 4 heures encore, donc on a le temps de voir. Mais globalement, eh bien, nous avons un S&P 500 qui a une structure en termes de chandelier japonais en forme de couverture en nuage noir. Qu'est-ce que c'est que cette bête euh, En structure en chandelier japonais, eh bien, nous avons donc quelque chose qui sont positifs et négatifs. Si vous voulez, l'image, le négatif, enfin pas le négatif, mais le pendant qui s'oppose en fin de compte aux couvertures en nuage noir, c'est ce que l'on a là. Bon, ça s'appelle autrement. Hein, ce que l'on a là, c'est ce qu'on appelle une pénétrante haussière. C'est-à-dire que on a une ouverture qui se fait en dessous de la clôture. Hein, donc on avait donc une clôture d'un chandelier en semaine très très noir ou très rouge, hein, puisque là c'est la couleur qui est retenue, sur X station 5, hein, eh bien nous ouvrions donc très très bas et nous avons donc, on appelle ça une pénétrante haussière parce qu'en fait on dépasse le médian de ce chandelier et il faut aller au-delà du médian. Si on était allé encore au-delà de la clôture, ça aurait été un avalement haussier. Bon, ça n'a pas été le cas, ça a été une pénétrante. Ici, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. On ouvre au-dessus de la clôture et alors on aurait pu faire effectivement un avalement baissier, mais ça n'a pas été le cas puisque nous ne sommes pas encore, peut-être que ce soir ça sera fait, mais ça aurait été donc de clôturer en dessous de l'ouverture de la semaine dernière. Mais à partir du moment où on dépasse la médiane de la semaine, alors on le voit à l'œil nu, même pas besoin de mesurer, nous avons donc une couverture en nuage noir. Donc c'est déjà négatif en ce sens. Également, je me suis permis aussi donc de faire ce décompte A et B. Ce n'est pas les mêmes ABC donc de cette structure en biseau ascendant que l'on a pu voir, qui avait été étudiée pendant toute cette hausse. C'est une structure qui permet donc simplement de corriger toute la hausse du S&P 500 depuis 2009. Et normalement, quand on a 5 impulsions, donc selon un décompte elliotiste, donc selon Elliott, eh bien, les impulsions en 5 vagues se font corriger par des structures donc en 3 vagues, donc en A, en B, et hypothétiquement, c'est peut-être effectivement la fin de la vague B et une vague C. Alors j'ai mis le C ici parce qu'on ne peut pas le mettre trop bas. Mais là maintenant, ce que je vais faire, c'est reculer et pour vous montrer un peu d'où on vient. Et vous allez voir, alors vous le savez déjà peut-être, hein, de toute façon, vous avez les graphiques sous les yeux, vous avez les outils dans les mains, vous avez également Xstation, vous pouvez le voir par vous-même. Mais regardez, le plus bas que l'on ait connu sur le marché cash, c'était 666, 15, je crois. Là, sur le marché CFD, le plus bas, donc c'était 668, 70. Et donc depuis, nous avons donc pas arrêté de monter. Et on peut même décompter donc cette vague-là. Donc je ne vais pas dessiner pour pas perdre de temps, mais je vais le faire donc à haute voix. Suivez-moi donc si vous voulez donc au fur et à mesure. Depuis le point bas, nous avons fait une vague 1 avec une vague 2 correctrice. La vague 3 se termine ici. Entre-temps, il y a donc ce qu'on appelle des sous-vagues. C'est-à-dire que nous pourrions très bien le décompter de cette façon suivante. Vague 1, 2, 3, donc en sous-vague. Vague 2 de 3,
toujours en sous-vague. La 3, c'est la vague la plus longue, normalement. Et si ce n'est pas la plus longue, elle ne doit pas, surtout pas être la plus petite des 5 vagues. Donc la vague 3 de la 3, la 4 de la vague 3, et la vague 5 de la vague 3. Ça veut dire que la vague 3, donc c'est terminé. Donc je recommence. Vague 1, vague 2, et ici la vague 3 en extension. Nous aurions donc une vague 4 ici, et la 5 terminale, ce serait terminé là. D'accord? On suit? Mais, ce qui fait qu'en définitive, on corrigerait donc ces 5 vagues par une structure, si vous voulez, donc en 3 vagues. A, B et C. Le C devrait se situer à peu près là. Ça, c'est le calcul bête, hein, qui reprend tout simplement le sommet qui a été fait et le point bas qui a été fait. Et donc, on le reproduit. Comme je dis bêtement, parce que bon, voilà, il n'y a pas besoin de faire de mesure. C'est rapide, c'est un peu au doigt mouillé quasiment. Donc, ce qui nous emmènerait donc sur une zone qui serait aux alentours des 2130, 2000 points, à peu près. Alors, je vais rajouter une chose, c'était quelque chose que je n'avais pas prévu, mais je pense que c'est aussi quand même important que je le dise. On peut très bien également considérer que toute cette partie-là, c'est une vague 1. Ce qui voudrait dire que la vague 2, si la vague 1 donc aurait duré par exemple 11 ans, la vague 1, la vague 2 correctrice peut très bien durer 3-4 ans, 5 ans, pourquoi pas. La vague 3 pourrait durer peut-être 15-20 ans. Je veux dire, je vais pas aller plus loin, mais c'est tout simplement pour vous dire que ça, c'est un décompte très, très, très long terme. Ça veut dire que ça nous emmène, ça veut pas dire par là qu'on va donc aller à la cave définitivement et puis qu'on va revenir à l'âge de pierre, bien évidemment que non. Mais c'est simplement pour dire que si on est dans une et que cette vague qui se développe en ABC nous emmène donc sur ces niveaux-là, ou peut-être même sur ces niveaux-là, ou peut-être même encore là, globalement, ça pourrait se faire justement jusqu'en 2023-2024. Mais par la suite, on pourrait très bien remonter justement sur une vague 3 qui serait destinée de toute façon donc à totalement exploser les sommets sur le S&P, des 3400, et puis nous retrouver donc avec une vague 3 qui pourrait très bien nous emmener sur un S&P dans les années 2030-2035. Je ne sais pas si on pourra en parler à ce moment-là, mais on pourrait très bien être sur les 6-7 000, par exemple. Bon. Voilà, bon, je veux pas aller plus loin, mais simplement pour dire que ça n'est pas une catastrophe aujourd'hui, même si on a un S&P qui viendrait donc retracer pour arriver sur la zone, voilà, des 38% de toute cette hausse, parce que quand vous avez donc ce retracement, enfin de cette baisse plutôt, là c'est un retracement d'extension, mais toute cette hausse avec Fibonacci, eh bien là ici on a retracé que 23%, c'est tout. De toute la hausse, on a retracé que 23%. Et donc, ce qui fait que si on redescend donc justement sur une vague C qui nous emmène sur 38% de retracement, ça nous emmène sur 1825 points. Et on sera qu'à 38% de toute cette hausse. Et donc, si j'ai mis ici donc l'extension donc à moins 38, moins 61,8 et moins 38,6, ce sont des extensions de Fibonacci. C'est un peu plus compliqué, mais tout simplement pour dire que j'utilise en fin de compte ces convergences un peu de la façon dont Gann utilise également la convergence du niveau de Gann. Eh bien, j'utilise la convergence des niveaux de Fibonacci, ce qui fait qu'en réalité, donc, j'ai 3 niveaux. Le niveau qui me semble vraiment intéressant, c'est 1832, comme là on le voit ici, à moins 78,6, qui correspond au 38,2 donc de retracement depuis les années 2009, donc 1825. Si on pousse vraiment plus loin, eh bien on a donc un autre niveau intermédiaire à 1647, et le dernier a priori donc bien que on peut aller bien sûr bien plus bas, mais ça ne représenterait que 50% de la hausse, alors qu'on aurait donc une extension simplement de 78,6. Voilà. Allez, on va passer donc sur l'autre partie qui elle est plus précise, c'est en daily. Et là, qu'est-ce que l'on voit en daily? Eh bien, on retrouve le S&P, on retrouve son canal qui avait été dessiné, qui a été commenté la semaine dernière, où on retrouve également donc les bandes de Bollinger qui ont arrêté de diverger et qui ont arrêté donc justement la bulle sur laquelle on était. Et l'idée c'était justement à partir où on arrêtait de diverger donc sur la partie basse donc de la bande Bollinger, la hausse devait s'arrêter définitivement ou momentanément. Je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit il y a une semaine.
Mais depuis, donc, il y a eu un Marobouzou baissier qui est venu fracasser donc cette oblique. C'est les bonnes. Est-ce qu'elle est bonne? Et donc, là, aujourd'hui, nous avons une réaction. Mais quand même, cette réaction en délit, elle est tellement faible. On appellerait ça plutôt une ligne de poussée. C'est quelque chose donc, qui est très faible dans les lignes de chandelier japonais. Très, très faible. Mais dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer que eh bien, les prix sur les jours qui viennent eh bien, pourraient revenir justement en direction eh bien, des 3130, 3150 points. Et là, pour le coup, ça serait vraiment une vraie opportunité, en tout cas pour ceux qui veulent shorter, bien sûr, je ne vous force pas à le faire, mais avec tous ces éléments-là qui nous amènent donc quand même à penser que le marché peut être mûr pour avoir donc consommé l'essentiel de ce rebond, de sa correction, de la baisse, eh bien, il est peut-être mûr pour justement se préparer et nous préparer, nous laisser le temps donc justement de prendre des positions un peu plus sécurisées donc et le plus haut possible pour justement rentrer en short. Donc l'idéal, ce serait de rentrer en short à 3190 par exemple, l'idéal. Hein. Voire même s'il arrive à dépasser donc les plus hauts, donc pour avoir une divergence haussière, divergence baissière, pardon, donc sur les 3259. Mais ça, bon, je l'envisage pas encore, mais faut voir comment ça se développe ici. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que justement sur la partie donc MACD, eh bien nous voyons que sur son signal, il y a maintenant ici un franchissement à la baisse. Alors bien sûr, il avait déjà été franchi ici, à la différence près que nous avions donc pas donc poussé encore suffisamment loin comme on l'a fait là, on était simplement donc en dérive latérale. Là depuis donc nous avons vraiment poussé donc à la hausse. Et ce qu'il y a aussi donc dessus, c'est que nous sommes maintenant sur le retracement donc des 88,6, nous sommes à portée de main du gap baissier. Tout ça, ce sont des niveaux vraiment qui sont très résistants. Nous aurions cassé donc cette oblique de ce trend haussier, à voir. Mais dans tous les cas, ici donc il n'y a aucune indication sur les moyennes mobiles, et donc là ce sera quelque chose donc à creuser par la suite. Allez, on va passer donc directement sur le CAC 40. Sur le CAC. Normalement, on devait le voir ici. Il est là. Et après, donc, on va passer au WTI, c'est sur le même écran. Alors voilà, le CAC 40, même chose. Hein. Là, pareil, hein, j'ai laissé ma construction, c'est peut-être pas clair, c'est pas bien grave, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est, et je vais l'effacer tout de suite, je vais faire mon ellipse, c'est la structure en weekly, de la même manière que l'on a sur le S&P, et nous avons également donc la couverture en nuage noir, puisque nous avons donc une ouverture donc, de ce chandelier rouge au-dessus du chandelier vert. Et nous voyons également donc la chose que je vous avais également donc attiré comme attention, qui était donc de voir que le gap baissier avait été donc invalidé. D'accord et que là donc on revenait donc maintenant donc au niveau de ce gap baissier donc actuellement donc nous revenons dedans et donc ce qui fait que c'est quelque chose qui montre quand même son influence. Est-ce que effectivement il a été donc totalement battu? Ce qui est quand même grave, c'est de voir que cette inversion de polarité et qui est simulée également par la moyenne mobile à 144 périodes, eh bien nous échouons carrément en dessous, puisque cette moyenne mobile à 144 périodes en weekly, à partir du moment où on l'avait battue, eh bien on était donc arrivé dessus comme support une fois, deux fois, on l'a traversé, et là maintenant donc on a l'air donc d'échouer. Est-ce qu'on a vraiment échoué? De toute façon, il faut toujours une confirmation, et dans les chandeliers japonais, il faut toujours donc confirmer ce que l'on a devant les yeux. Alors, on passe en daily, puisque c'était d'ailleurs le but, justement, pas en 5 minutes, ni en 15 minutes, mais en daily, s'il vous plaît. Et donc là, nous voyons que sur le cas du CAC, nous avons bien donc une structure qui est à l'intérieur du corps. On pourrait appeler ça donc un arame haussier, sauf que pour que ce soit un arame haussier, il faudrait qu'on soit donc dans une baisse étendue, donc je ne le valide pas. Et donc nous allons passer directement donc en H1. Pourquoi en H1? Parce que tout simplement, ce que je voulais vous montrer, c'est justement cette forme donc d'Island Cluster Reversal que nous avons là. Lorsque nous avons eu le gap sur le CAC, nous avons fait un gap haussier. Ici, donc il s'agissait donc du 5 juin. Parfait, on a gapé. Sauf que
Lorsqu'on est arrivé donc le c'était donc le 11 juin, donc c'était hier, le jeudi, nous avons gapé aussi à la baisse. Et on appelle cela donc un cluster Island reversal. C'est un peu comme un bébé abandonné. C'est aussi des termes qui sont utilisés en change japonais. Parce que nous avons à la fois un gap ici qui est à la fois haussier, trou de cotation à la hausse, et à la fois un gap baissier, trou de cotation à la baisse. Toute cette partie-là est isolée. Et ça, généralement, c'est une vraie structure de retournement baissier. C'est une structure baissière très puissante. Bon, c'est pour ça que là, donc actuellement, donc le CAC, il s'est dirigé justement vers son gap. Donc j'en avais parlé justement avec le RX Trading. Pour moi, donc il doit continuer donc à rebondir et à venir le tester. Et si on vient donc dans sa direction, il faudra donc observer donc si effectivement on arrive à l'invalider ou pas. A priori, vu les structures que l'on a, on devrait avoir une validation du gap baissier, et on ne devrait normalement pas revenir clôturer au-dessus de 5022,70, mais ça sera forcément donc après. Et on termine, et ça fait quand même long, on termine avec le pétrole. Là, c'est presque plus un service après-vente, donc un SAV, puisqu'on avait parlé justement de ce WTI, sur lequel donc j'avais donc expliqué justement que nous avions sur le H4 une structure en épaule, en tête, ici, et en épaule, ici. Et que nous avions donc cassé une ligne de coup qui avait aussi été dessinée avec les clients XTB, la ligne de coup qui est en noir, ici, et on avait pris donc la tête, la hauteur de la tête, que nous avions donc reproduit, ici, au niveau de la sortie. Et l'objectif, normalement, eh bien, c'était dans cette zone-là. Et donc, il faut reconnaître que depuis que ça a été fait, et on en a parlé donc sur le live trading, eh bien, on peut considérer quand même que cette zone, elle est quand même bien été atteinte, puisque au moment où le live a été fait, on était à peu près dans cette zone-là. On devait être là, on devait être ici. Donc maintenant, le fait que l'on fasse un backtest, ça semble logique. Le backtest, c'est quoi? C'est donc de faire un retour sur une ancienne zone qui a été cassée. Là, maintenant, le backtest, ça serait plutôt donc de revenir sur cette ligne. Donc, de revenir aux alentours des 38. Là, on est actuellement à 36. Voilà. Bon, faut voir. A priori, je pense que c'est jouable. Après, par la suite, donc si effectivement il y a une deuxième vague et si vraiment le marché donc le valide, forcément, on aura du mal donc à avoir un pétrole qui continue à monter, puisque à ce moment-là, donc on aurait un marché qui continuerait à ce moment-là donc à baisser, puisqu'il y aurait moins de demandes. Voilà donc pourquoi donc j'en avais parlé justement donc de se préparez-vous donc à la durée, et également préparez-vous dans les jours ou les semaines qui viennent donc peut-être donc à prendre des positions. J'ai également donc fait une approche sur le T-Note. Il donne des structures, grandes possibilités haussières sur le T-Note, ce qui veut dire que sur le 10 ans ainsi que sur le Bund, nous devrions donc avoir une accélération à la baisse, et donc nous devrions avoir un 10 ans qui devrait passer en négatif. Si on a forcément un T-Note qui passe les 138, 139 dollars pour aller sur les 150 dollars, je suis désolé, mais c'est un marché qui serait déflationniste. Et je ne suis pas certain que ce soit donc du goût de l'économie. Et franchement, la structure du T-Note, elle est vraiment très haussière. C'est un triangle haussier, il faudra vraiment tenir compte. C'est rare que le marché nous fasse ce type de cadeau. Il nous l'a fait au mois de janvier-février justement pour accompagner cette baisse. Bon, bien sûr, il y a le coronavirus, mais en même temps, donc on l'avait tellement ignoré que c'était vraiment pain béni. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Partagez ce Marketing Side si vous pensez qu'il est intéressant. Partagez-le. En tout cas, donc, soyez persuadés que je continuerai donc à faire donc ces approches-là avec autant de directionnel, et je ne dirai jamais donc effectivement donc si ça monte pas, ça baisse, parce que tout simplement donc à un moment donné il faut prendre donc des directions, et il faut aussi donc s'engager, et a priori donc on réécouterait donc tout cela, et a priori donc dans un futur qui n'est pas si éloigné, nous devrions donc relancer cette fameuse baisse qui est montée d'une façon tellement exubérante ces derniers jours. Voilà, protégez-vous au travers des stop-loss. Ils ne fonctionneront jamais le week-end, donc prenez des lignes, réduisez-les, je ne sais pas, le vendredi, quitte à ce que vous rentriez donc dessus le lundi.
C'est pas grave si vous avez donc peut-être pas gagné 500 ou 1000 euros parce que vous auriez resté positionné, mais si ça marche une fois, eh bien ça pourrait donc vous pénaliser ou vous manger votre capital 7 ou 8 fois. Donc voilà, la sagesse et la patience, c'est la meilleure donc des façons donc de durer dans le trading. Bonne soirée, bon week-end et à lundi, au revoir.